Lycurgue mêlant le larcin avec l'esprit de justice, le plus dur esclavage avec l'extrême liberté, les sentiments les plus atroces avec la plus grande modération, donna de la stabilité à sa ville. Il sembla lui ôter toutes les ressources, les arts, le commerce, l'argent, les murailles. On y a de l'ambition sans espérance d'être mieux, on y a les sentiments naturels. Et on n'y est ni enfant, ni mari, ni père, la pudeur même est ôtée à la chasteté. C'est par ces chemins que Sparte est menée à la grandeur et à la gloire, mais avec une telle infaillibilité de ses institutions qu'on n'obtenait rien contre elle en gagnant des batailles, si on ne parvenait pas à lui ôter sa police. Le texte que je viens de vous lire est tiré de l'Esprit des lois de Montesquieu, qui date de 1748. Montesquieu est un grand penseur de l'époque des Lumières en France, et ce que je viens de vous lire est tiré du chapitre 6 de quelques institutions des Grecs dans son livre 4. Si j'ai commencé ce cours avec Montesquieu, c'est que le titre de son livre, de l'Esprit des lois, est vraiment, comment dirais-je, le cadre dans lequel je voudrais inscrire mon propos. Dans l'enseignement secondaire, lorsqu'il s'agit d'étudier les institutions grecques, athéniennes ou spartiates, bien souvent, les élèves ne retiennent que la description des institutions. Ils comprennent bien entendu que l'idée de démocratie, je dis bien l'idée de démocratie, vient de la Grèce antique, qu'elle avait une application un petit peu particulière, puisque une partie importante de la population en était exclue, mais souvent ils ne comprennent pas l'esprit des lois, l'esprit des institutions. Autrement dit, le fonctionnement et comprendre ce que c'est qu'une institution, ce n'est pas évident. Souvent, je serais bien en peine d'entendre une définition de ce que c'est qu'une institution après un cours, de comprendre le rôle que ces institutions jouent, et surtout de comprendre que les institutions d'un État donné sont le résultat d'une histoire surtout, et d'un rapport de force entre les groupes, les catégories qui composent l'État. Ça, c'est très important. Donc, les institutions sont toujours le produit, je le répète, d'une histoire et d'un rapport de force. Autrement dit, dans l'enseignement secondaire, et je vais m'adonner ici aussi à cet exercice, quoique l'exercice sera évidemment beaucoup plus approfondi, on vous donne une photographie des institutions à un moment donné, mais pas dans la durée. Il y a 2 jours, j'ai eu l'occasion de présenter devant vous une leçon sur la société lacédémonienne au 5e et 4e siècle avant notre ère, c'est-à-dire à l'époque classique. Ce n'est pas par hasard que j'ai étudié d'abord la société avant de traiter aujourd'hui les institutions, alors qu'on ne procède pas toujours de la même manière. Car les institutions appartiennent à ce qu'on appelle la superstructure. Elles sont la concrétisation politique, comme je vous le disais, d'une idéologie, la concrétisation de rapports de force sociaux et politiques à un moment donné. Au cours précédent, un étudiant m'a fait la remarque et m'a dit « Monsieur, le cours a été plus long,
essentiellement parce que contrairement à vos habitudes, vous êtes en première année, donc mes habitudes, elles ne sont pas bien longues, contrairement à vos habitudes, vous avez lu beaucoup de textes. Nous avons commencé récemment, nous sommes au mois de novembre, donc de votre première année ici, dans le cadre d'un institut qui forme des maîtres de l'enseignement secondaire, à travailler sur des documents. Ne sont filmés que mes cours magistraux, mais parallèlement à ça, il y a des exercices critiques et des exercices de didactique, où je vous apprends votre métier. Donc, travailler sur des documents et d'autre part, apprendre à enseigner. Si je lis beaucoup de documents, c'est pour vous faire prendre conscience que le travail de l'historien, et j'ai déjà dit au cours précédent, ne résulte pas d'exercices spéculatifs, mais résulte d'un travail critique basé sur des sources, et plus particulièrement sur des textes écrits. Donc ne vous étonnez pas si aujourd'hui encore, je lis de nombreux documents. Je ne les commenterai pas trop longuement, puisque vous avez des exercices de critique historique parallèlement à ce cours, et lorsque vous reviendrez de votre stage, vous aurez donc pendant le mois et demi qui suit de nombreuses occasions de travailler de manière critique sur des textes de l'Antiquité. Voilà donc pour mon projet pour cette leçon. Sparte est un cas emblématique. Sparte, ce n'est pas une cité comme les autres, et au XVIIIe siècle et au moment de la Révolution française, Sparte a été l'objet d'une réflexion chez les philosophes. On évoque souvent Sparte au XVIIIe siècle, et plus particulièrement la Révolution française comme modèle possible d'une cité. Et Sparte apparaît chez certains auteurs, comme Polybe, qui est un historien grec qui vit au IIe siècle avant notre ère, donc à l'époque de la conquête romaine. Eh bien, Polybe considère que Sparte et Rome se sont donné des institutions un petit peu semblables, très semblables même, mais à la suite d'une histoire différente. Je commence donc mon cours par d'abord une description des institutions, et dans un deuxième temps, on va voir quelles ont été les interprétations des penseurs grecs de l'Antiquité quant au fonctionnement des institutions politiques et judiciaires de cette cité. Enfin, dans ma conclusion, j'essaierai de résumer en quelques mots l'esprit des institutions spartiates, puisque tel est mon projet initial. Je commence donc par la description des institutions. Et pour cela, on va donc avoir recours à des textes. Il y a 4 institutions fondamentales à Sparte. Il y a tout d'abord l'Assemblée, il y a ensuite le Conseil, il y a ensuite la royauté, et il y a en dernier lieu une institution un petit peu particulière qui est celle des surveillants. Je vais évidemment revenir dans le détail sur ces 4 institutions. Je commence donc par l'Assemblée. Dans l'enseignement secondaire, on utilise des mots grecs qui, parfois, pour les étudiants, les élèves plutôt, surtout quand ils ont 12 et 13 ans, compliquent un petit peu les choses. A fortiori, si eux-mêmes ne font pas des études classiques.
le cas, je préfère utiliser le mot « assemblée », mais il faut savoir qu'effectivement, les Grecs utilisaient évidemment des termes de leur propre langue, c'est logique. Dans les manuels scolaires, pour Sparte, lorsqu'on parle de l'assemblée, il est souvent question de l'appella. Or, l'appella est un terme qui ne renvoie pas à l'usage des Spartiates. Le terme, en fait, qu'il faut utiliser est comme à Athènes ou comme dans les autres cités grecques, ecclésia, qui a donné le mot église, qui ne veut rien dire d'autre que assemblée ou communauté. Donc, il y a à la base de la démocratie spartiate, car on peut dire qu'il s'agit d'une démocratie. Dans démocratie, vous avez deux mots d'origine grecque, démos et kratos. Démos qui veut dire le peuple, et kratos qui veut dire le pouvoir. Je ne vous apprends rien, bien sûr. Mais trop souvent, on classe Sparte comme étant une cité aristocratique, c'est-à-dire une cité dirigée par, étymologiquement, les meilleurs, les aristoi. On peut discuter, évidemment, de cette classification. Mais, au sens premier, il s'agit bien d'une démocratie. Quoi que vous puissiez trouver dans des manuels, y compris des ouvrages de l'enseignement supérieur et des ouvrages très sérieux. Comment fonctionnait cette ecclésia? Ensuite, on va voir quels étaient ses pouvoirs. Elle fonctionnait de la manière suivante. Tous les citoyens, c'est-à-dire les homoioi, les semblables et non pas les égaux, peuvent participer à cette assemblée décisionnelle. Et on va voir justement si elle est ou pas décisionnelle, parce que là aussi, il y a eu et il y a encore parfois discussion. L'âge maintenant des citoyens, on ne le connaît pas exactement. Il se fait qu'on est d'accord sur le fait que pour être citoyen, il fallait avoir un âge situé entre 20 et 30 ans. Mais on n'en sait pas plus. Donc l'idée de 18, 20 ou 25 ans sont évidemment de purs anachronismes. Quand cette assemblée se réunissait, un texte nous apprend qu'elle se réunissait une fois par lune, donc ça veut dire toutes les 4 semaines, donc une fois par mois. Quel était le mode de décision? On ne procédait pas par vote. Alors, on procédait en fait par applaudissement. Et vous voyez ce que ce système peut avoir d'arbitraire, de subjectif, et comme étant le symptôme d'une approximation qui peut conduire, le cas échéant, à une manipulation. Parce qu'effectivement, quand les gens applaudissent à une mesure, une décision, comment savoir exactement et mesurer quelle est l'importance de l'assentiment, du consentement des membres de l'Assemblée et savoir s'ils sont majoritaires. Tout cela est très subjectif. Les pouvoirs de l'Assemblée. Je vous ai dit qu'il s'agit, théoriquement du moins, d'une démocratie, c'est-à-dire que le peuple décide. On va voir qu'il y a des institutions qui semblent restreindre, si pas fortement, au moins en partie, ce concept de démocratie. Des auteurs, et en
particulier Aristote, ont une opinion à ce sujet. Je vais lire ici un texte tiré de la Politique d'Aristote, j'utilise l'édition Garnier-Flammarion. Voilà. Et voici ce qui y est dit dans le livre 2, chapitre 10, page 189 dans mon édition. Tous les citoyens participent à l'Assemblée, mais elle n'est en rien souveraine, sinon de ratifier les propositions des anciens et des cosmes, ou des cômes. Alors vous entendez bien, n'est en rien souveraine, sinon de ratifier les propositions des anciens et des cosmes. Donc ici, vous voyez que Aristote a une position minimaliste quant au pouvoir de l'Assemblée. Il s'agirait donc d'une ratification, mais donc pas d'un lieu décisionnel. C'est qui les anciens? Eh bien, les anciens, je vais en parler dans quelques minutes, ce sont les vieux, on peut le dire, c'est-à-dire les membres du Conseil. Les membres du Conseil, c'est-à-dire le Conseil de la Cité, qui est composé, et je vais donc m'y attarder un peu plus longuement, de personnages qui ont plus de 60 ans. Donc, autrement dit, ils constituent un conseil parce qu'ils sont sages, puisque l'âge est théoriquement du moins, un élément dont on doit prendre en compte, puisqu'ils disposent d'une expérience longue, connaissent la tradition et savent comment on a résolu un certain nombre de problèmes dans le passé. Donc ils sont les garants de la tradition. Alors maintenant, qui sont les cômes ou les cosmes? En fait, Aristote utilise ici un mot qui est celui qui renvoie à une institution crétoise, et par côme ou cosme, il renvoie à une institution spartiate qui est celle des éphores, les surveillants, dont il sera question dans la 4e partie de mon exposé, lorsqu'il sera donc question de cette catégorie de personnages, sur laquelle, là non plus, je n'interviens pas pour l'instant. Donc ça, c'est la position d'Aristote. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'à l'Assemblée, quand on analyse les documents de la pratique, et pas seulement quand on lit un théoricien politique, un philosophe comme Aristote, on se rend compte, quand on lit les documents, que à l'Assemblée, on discutait vraiment. Donc on ne se contentait pas de ratifier, on discutait. Et une autre chose qui est sûre, c'est qu'à l'Assemblée également, on élisait non seulement les membres du Conseil des Anciens, mais on élisait également les éphores. Donc, l'Assemblée n'était pas seulement, comme l'affirme Aristote, qu'un endroit où on ne faisait qu'avaliser des décisions qui seraient prises au sommet par quelques individus, et où donc on serait vraiment dans un système de type aristocratique. Je vous rappelle que aristoi en grec ça veut dire les meilleurs, ou oligarchique, c'est-à-dire un système où peu d'individus commandent, puisque archein en grec ça veut dire commander. On a vu là, au cours précédent que oligos veut dire peu. L'oliganthropie, mais dans un autre cadre. Voilà. Ça c'est une chose. Donc vous voyez, quand on fait de l'histoire, on doit rassembler, dans une démarche que l'on appelle la démarche heuristique, c'est-à-dire la recherche des sources, on doit rassembler tous les documents accessibles. Il faut être exhaustif, surtout pour des périodes aussi lointaines où on ne peut pas se permettre
doit comparer d'une part les sources de la pratique, qui nous informent sur ce qui se passait réellement, et d'autre part, la pensée des philosophes qui relèvent davantage de l'interprétation. D'autant plus qu'Aristote, qui est un immense savant, qui a travaillé dans tous les domaines, ne pouvait pas tout savoir sur tout. C'est un esprit encyclopédique, mais pas seulement encyclopédique, hein, c'était quelqu'un qui pensait, mais il a travaillé dans tous les domaines, hein, c'est quelque chose d'incroyable. On n'a plus connu depuis lors un personnage comme ça, à connaissance, qui, à ce stade-là de l'évolution de la connaissance, avait rassemblé autant d'informations, il y avait autant réfléchi au fonctionnement de la société et d'une manière plus générale de l'univers. Maintenant, nous allons passer, comme je vous l'avais annoncé, au Conseil de la Cité. Le Conseil de la Cité, et je préfère que vous utilisiez ce terme-là avec vos élèves, le mot conseil, c'est quelque chose un concept que l'on peut utiliser dans des tas de sociétés sur le plan institutionnel, donc on peut comparer le rôle, le fonctionnement comment dirais-je, oui, les fonctions d'un conseil d'une société à l'autre. Parce que si vous utilisez toujours des termes techniques, vous allez en faire de grands savants, vos élèves, hein, qui croiront connaître beaucoup de choses, mais en fait ils ne connaîtront que la pellicule. Ils connaîtront des termes techniques, ils connaîtront le terme ecclésia, gerousia, etc. Pourquoi pas? Mais je dirais que ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est connaître le fonctionnement et l'esprit des institutions. Je renvoie toujours à Montesquieu, l'esprit des lois. Ce conseil de la cité, en grec, c'est la gerousia. Gerousia. On dit la gérousie en français, mais c'est gerousia, parce que la première lettre c'est un gamma, hein, gerousia. Le mot gerousia vient d'un mot grec qui est gérone. Oui, je tire sur le haut, parce que c'est la lettre oméga, c'est le grand O, c'est pas omicron, c'est oméga, gérone. Et gérone, ça veut dire vieux. Donc c'est un conseil de vieux. Je vous l'ai déjà annoncé il y a quelques minutes. Le terme qui est l'équivalent à Rome, originellement en tout cas, c'est le Sénat, Senatus. Le mot Sénat vient d'un mot latin qui est senex, qui veut dire vieux, qui a donné aussi le mot sénile. Voilà, donc sénile et Sénat, c'est la même étymologie. Donc, si vous dites le Sénat de Sparte, ben, c'est tout à fait bon. Il n'y a pas besoin d'utiliser le mot gerousia. Je parle pour des enfants. Il faut qu'ils comprennent que dans les institutions d'un certain nombre de pays, il y a souvent ce qu'on appelle chez nous une chambre haute, une chambre basse. Chez nous, le Sénat ou la Chambre des députés ou des représentants, ce n'est pas pour rien qu'il y a deux niveaux, mais en tout cas, cette idée-là existe déjà. Donc il y a l'Assemblée du peuple, sauf qu'à cette époque-là, on est dans une démocratie directe, c'est-à-dire tous les citoyens participent à la décision, même si cette décision, on va voir qu'elle peut être effectivement réduite, alors que chez nous, nous sommes dans des démocraties indirectes, où dans nos assemblées ne siègent que des représentants, des délégués de la population. Donc ça, c'est une notion à bien faire comprendre à vos élèves la différence entre démocratie directe et démocratie indirecte. Donc ici, le Sénat ou la gerousia, c'est donc un conseil d'anciens. Ces anciens, je vous l'ai dit, sont élus par les citoyens qui siègent, les homoioi qui siègent donc à l'Ecclésia. Ils sont au nombre de 28. Ils doivent avoir 60 ans minimum, ce qui réduit évidemment la possibilité de l'élection. Donc
le nombre d'éligibles ne doit pas être extrêmement important, vous l'imaginez bien, quant à l'espérance de vie à cette époque-là. À ces 28 gérontes, puisque c'est comme ça qu'on les appelle en français, gérontes qui sont élus, s'ajoutent 2 rois, parce qu'on va voir bientôt qu'il y a 2 rois parallèlement, qui règnent parallèlement à Sparte, donc ils sont 30. Alors, les 28, comment sont-ils élus? Parce que les rois, eux, ne sont pas élus. En fait, ils sont héréditaires. On va le voir tout à l'heure. Comment sont-ils élus? Eh bien, ils sont élus par ce système que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est l'applaudimètre. Je vous ai dit toutes les réserves qu'il faut émettre quant à cet applaudimètre. Ce système d'applaudimètre est d'ailleurs considéré par Aristote comme étant puéril. Ce système est décrit par Aristote, mais il est aussi décrit par Plutarque. Alors, Aristote, je vous rappelle, c'est un philosophe grec qui est né en 384 et est décédé en 322. Plutarque, lui, c'est un grec, mais qui vit à l'époque romaine. Et Plutarque est né, sauf erreur de ma part, en 46 de notre ère et est décédé en 126. Je vous avais déjà montré un des volumes, je vais d'ailleurs en montrer un, de ces histoires parallèles où il raconte l'histoire d'un grec et d'un romain, en tout cas pour l'essentiel de l'ouvrage, parce qu'il y a des biographies qui sont seules à la fin du livre. Alors, quelles sont les fonctions? Je vais d'abord vous lire le texte de Plutarque. Alors, voici ce que dit Plutarque. Alors, j'utilise donc les vies parallèles dans l'édition Garnier. Ici, il s'agit du tome 5. Je prends l'avis de Lycurgue, qui est ce fondateur, le législateur qui a fondé les institutions spartiates. Je prends dans mon édition la page 217, et plus particulièrement le chapitre 26 dans cette vie de Lycurgue. Voici ce qu'écrit Plutarque. Donc, l'élection des gérontes, on pourrait dire les sénateurs, parce que sénateur vient du mot vieillard, l'élection se faisait de la façon suivante. L'assemblée du peuple était réunie sur la place. Alors cette place, on n'a jamais pu identifier exactement où elle se trouvait. Autant pour Athènes, on sait que c'était sur une colline que l'on appelle la Pnyx, autant pour Sparte, on ne sait pas exactement où c'était. Des citoyens choisis à cette fin s'enfermaient tout près. Écoutez bien comment ça fonctionnait. Dans une salle d'où ils ne pouvaient ni voir ni être vus, mais seulement entendre les cris de l'assemblée. Donc vous imaginez une petite maison, il y a des personnes qui sont rassemblées là, on voit déjà pourquoi. Problème d'impartialité. Car c'est par acclamation que le peuple se prononçait en matière d'élection, comme tout le reste. Donc il n'y avait pas de vote. De vote, comme il y en a à Athènes. Les candidats n'étaient pas représentés tous ensemble, mais séparés dans un ordre réglé par le sort, et chacun, à tour de rôle, passait en silence dans les rangs de l'assemblée. Donc eux, ils ne pouvaient pas savoir pour qui on allait, comment dirais-je, applaudir. Les arbitres enfermés avaient des tablettes où ils notaient par candidat l'intensité de l'acclamation. Un petit peu une sorte d'audimat, si je puis dire. Sans savoir à qui elle se rapportait, mais constatant seulement que c'était au premier, au second, au troisième, et ainsi de suite. Donc ils notaient premier, beaucoup de bruit, deuxième, un peu moins de bruit, etc. Celui qui avait recueilli les clameurs les plus nombreuses et les plus nourries, il le proclamait élu. Bon,
ça peut vous paraître, aux yeux d'Aristote, c'est puéril. N'oubliez pas que ça s'est passé il y a 2500 ans, tout ceci, même avant. Donc, on est en train de... Une cité, un État essaye de se donner des outils qui sont quand même mieux que la prise de pouvoir par le plus fort, par le plus castard. Il y a quand même une élection, vous êtes bien d'accord, même s'il y a la subjectivité, ou peut-être un problème acoustique, parce qu'effectivement, si vous n'entendez pas bien, vous êtes placé, il y a quand même plusieurs arbitres, donc on peut, je suppose, en tout cas, ils devaient se mettre d'accord, même certains, ils devaient se mettre d'accord entre eux. Voilà. Comment ça se passait? Alors maintenant, quels étaient les pouvoirs de ce Sénat, de ce Conseil des Anciens, de ce Conseil de la Cité? Alors, ils avaient des pouvoirs politiques et des pouvoirs judiciaires. Des pouvoirs judiciaires, tout d'abord, c'est que le Conseil des Anciens constituait une véritable cour suprême qui jugeait, en particulier, les gens qui s'étaient rendus coupables de crimes ou de délits politiques. Je dis bien politiques. Sur le plan politique maintenant, donc à côté de l'aspect judiciaire, donc le Conseil des Anciens avait donc une fonction politique. Alors, cette fonction était, écoutez bien, mais d'ailleurs ça se trouve dans les notes que je vous ai distribuées avant le cours, elle avait un rôle, ce conseil avait un rôle proboulétique. Proboulétique. Alors proboulétique, ça paraît un terme barbare ou très savant, au contraire. Donc en fait, dans proboulétique, vous avez le mot boulet. Le mot boulet qui est en fait une commission, un conseil si vous voulez, ou une commission, je préfère le terme commission, ça correspond davantage à une réalité actuelle. Une commission qui avait à Athènes la mission de proposer des lois et de les examiner. Donc, autrement dit, le rôle de ces vieux est important, puisqu'ils peuvent avoir l'initiative des lois et des décrets, c'est important quand même. Et donc, ils le préparent. La présentation des mesures qui vont être décidées à l'Assemblée et acceptées ou non sur la base des applaudissements. Donc vous avez bien pro-politique. Donc c'est anticipé. Ils ont un rôle d'initiative des lois. C'est ça que ça veut dire, pro-politique. Nous passons maintenant, après avoir envisagé et décrit dans un premier temps l'Assemblée, dans un deuxième temps le Conseil de la Cité, nous passons maintenant à la royauté. Alors cette royauté à Sparte est originale, et vous allez comprendre qu'elle répond évidemment à un objectif dans le chef de son fondateur. Il ne s'agit pas d'une monarchie, parce que monarchie, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul qui commande. Monos et archène. Archène, c'est commandé, monos, un seul. Ici, il s'agit d'une diarchie. Donc, il y en a deux qui règnent parallèlement. Alors, ce sont des rois. En grec, roi, ça se dit basileus, au pluriel, basileis. Donc, E-I-S à la fin. E-I-S, ça se prononce es. Ça va, pas basileis, comme on pourrait le dire en Belgique. Ça va? Donc, basileis, comme s'il s'agissait de deux E, les uns derrière les autres, avec l'accent aigu, si vous voulez. Ça va? Alors, on comprend pourquoi deux. Pensez à Rome. On va voir, on va étudier Rome plus tard. Il y a deux consuls. Il n'y en a pas un, il y en a deux.
Vous voyez qu'une institution où l'on se trouve à prendre des décisions de manière collégiale est nettement plus sûre qu'une institution où vous n'avez qu'un seul personnage qui dirige, parce que ça peut mener à la tyrannie, à la dictature. Il faut savoir qu'en Grèce, à part l'époque de la tyrannie, au 7e et au 6e siècle, il y aura même des tyrans plus tard, par exemple en Sicile, à l'époque des Denis, il faut savoir qu'en Grèce, et à Rome d'ailleurs aussi, toutes les fonctions étaient collégiales. On n'a pas étudié aujourd'hui les institutions d'Athènes, mais il y avait des archontes, il y avait des stratèges, etc., etc. C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais personne qui se trouvait tout seul dans une fonction. De plus, les fonctions étaient annuelles pour éviter qu'on s'installe dans une fonction, et ça tournait. Ces fonctions ne pouvaient pas, comment dirais-je, être réélues dans la même fonction. Ce n'était pas possible. Donc il n'y avait pas de réitération de la fonction. Donc vous voyez, c'était des mesures qui étaient prises, et qui étaient d'ailleurs très sages, et qu'on devrait appliquer chez vous aussi, pour éviter que les pouvoirs soient entre les mains d'une seule personne. Il y a des mécanismes de contrôle. Chez nous, ça existe d'une manière qui n'est pas, comment dirais-je, inscrite dans la Constitution et dans les institutions, mais vous savez, quand un ministère est formé, système chez nous où il y a plusieurs partis qui sont au pouvoir en même temps, on se partage les marocains, les portefeuilles ministériels, et lorsque un ministre occupe tel ministère, on lui place ce qu'on appelle une belle-mère, c'est-à-dire qu'il y a un représentant d'un autre parti du gouvernement qui est là pour surveiller ce qu'il fait. Donc vous voyez, c'est un système collégial, c'est pas collégial, mais enfin ça se rapproche. Mais en Grèce, dans la plupart des cités, et à Rome, ça va fonctionner comme ça, avant évidemment qu'il y ait la dérive après le système républicain, d'abord vers le Principat, et puis à partir du IIIe siècle vers ce qu'on appelle le dominat. Là, c'est l'empereur effectivement qui a tous les pouvoirs entre ses mains. Donc, quels sont les principes? Et puis on va voir les prérogatives. Donc vous avez bien compris ici que le principe et l'origine, c'est que donc il y a deux rois. La légende raconte que au début, à l'origine, c'était deux frères jumeaux, les deux premiers rois, donc ils étaient issus d'un même père. Et ils ont donné le nom aux deux dynasties qui vont se succéder et qui sont en fait des dynasties, dit la légende, de cousins. Par définition, puisque vous avez deux frères à l'origine. Et ces dynasties vont continuer à fonctionner pendant plusieurs siècles. Mais les deux rois se partagent les tâches, ou plus exactement, c'est l'Assemblée qui partage les tâches, parce que lorsque l'un est désigné pour commander l'armée, lorsqu'il y a une guerre, l'autre reste dans la cité. Donc ils ne partent pas ensemble. Ça doit d'ailleurs vous faire penser à quelque chose lorsque la famille royale ou lorsque des présidents partent à l'étranger, le président américain ne va jamais voyager dans le même avion que le vice-président. En Belgique, c'est la même chose. Si vous avez le roi qui part dans une mission étrangère, vous n'aurez évidemment pas le prince héritier qui sera dans le même avion. S'il arrive un accident, il n'y a plus personne. Entendu? Voilà. Donc, il y a cet aspect-là, mais il y a d'abord l'aspect pouvoir, bien sûr. Pour éviter la collusion entre les deux rois, éviter qu'ils se mettent d'accord entre eux pour prendre des décisions unilatérales. Ce
qu'ils ne peuvent pas faire d'ailleurs, parce qu'ils ont un mandat de l'Assemblée qui est surveillé par les efforts. Je vais le voir plus tard. Donc vous voyez qu'ici, je suis vraiment dans l'esprit des institutions, dans l'esprit des lois. Ce n'est pas une simple description. Parce que ça n'a pas de sens. Hein. Moi, j'ai souvent vu des leçons d'étudiants que j'allais visiter en secondaire, et alors ils vous font des beaux schémas au tableau avec le nombre de membres dans chaque institution. C'est pas le plus important, savoir que là c'était 28 plus 2, là il y avait le roi, etc. Et alors on a l'impression d'avoir un super organigramme. C'est pas l'organigramme qui compte, c'est les liens entre différentes institutions et de voir s'il y a des mécanismes de contrôle, s'il y a des mécanismes d'équilibre. Et c'est en cela que l'on peut parler du génie des institutions. Le génie, pas dans le sens de QI, mais d'esprit véritablement original dans une société donnée pour se régir, s'autorégir. Mais derrière les institutions, il y a bien souvent des mécanismes de pouvoir cachés qui font que ce sont ceux qui sont les plus riches, les plus puissants, qui dominent de fait. Je n'ai pas dit que c'était le cas ici à Sparte, hein. Je vous dis que ça fonctionne comme ça, d'une manière générale. Alors, les prérogatives ici. Alors, je vais vous lire deux textes, un d'Hérodote et un autre de Xénophon. Alors, celui d'Hérodote tout d'abord. Alors, je vous avais déjà montré avant-hier les histoires d'Hérodote. Dans l'édition que j'ai ici, c'est-à-dire l'édition des Belles Lettres, au livre 6, page 93-94, donc c'est dans les références, c'est 7 en chiffre romain, virgule 56. Hein. Alors, voici les prérogatives que les Spartiates ont concédées à leur roi. 2 sacerdoces, donc ça veut dire 2 prêtrises. Donc, les rois sont des prêtres. Bon, ça ne devrait pas vous étonner, hein. Vous connaissez les pharaons, vous connaissez d'autres civilisations antiques où la royauté a une fonction sacrée. Hein, chez les Indo-Européens, Georges Dumézil a montré que les deux sont liés. 2 sacerdoces, donc 2 prêtrises, ceux de Zeus Lachédaimon et de Zeus Ouranios. Ouranios, c'est Zeus qui est dans le ciel. Hein, le droit de porter la guerre où ils veulent, sans qu'aucun Spartiate puisse s'y opposer. Là, je vous dis, c'est ce que Hérodote dit. Je ne dis pas que c'est la vérité. On doit confronter les témoignages, bien entendu, les sources d'information, sous peine d'encourir la souillure. En campagne, l'honneur d'avancer les premiers et de se retirer les derniers. Donc c'est un petit peu comme le capitaine d'un navire, hein, qui quitte le navire une fois que tout le monde est parti. Une garde de 100 hommes choisis qui veille sur eux à l'armée. Le droit d'immoler, lors des expéditions hors du pays, autant de victimes qu'il leur plaît, les peaux et les filets de toutes les victimes devant leur revenir. Donc vous voyez, il est indiqué ici qu'ils ont une fonction religieuse et qu'ils ont donc religieuse, puisque c'est eux qui sacrifient dans certaines circonstances, et c'est eux aussi qui sont les commandants en chef. Ils mènent à la guerre. Donc vous retenez, fonction religieuse, fonction militaire. C'est ce que, en tout cas, Hérodote mentionne. On va voir maintenant ce que Xénophon dit de tout cela. Alors, Xénophon, je le prends. Alors, j'utilise ici la constitution des Spartiates, ou la République des Lacédémoniens, c'est comme vous voulez. J'utilise ici l'édition par Chambry, en Garnier-Flammarion, voilà, qui est une édition de poche accessible. Bien entendu, pour tout ce que je vous montre comme tel, vous avez
bien sûr, hein, si vous voulez aller au fond des choses, il existe des éditions scientifiques où vous avez le texte grec en regard. Hein. Il y a des collections particulières, la collection de Budé, par exemple, il y a des collections britanniques aussi, qui vous permettent d'y voir plus clair. Alors peut-être pas d'y voir plus clair, mais en tout cas de retourner au texte original. C'est ce que font les historiens, hein. On doit toujours se baser sur le texte original, donc en grec. Mais ici, dans le cas d'un cours comme celui-ci, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Ce n'est pas un cours de critique historique. Alors, je prends le chapitre 15, donc, de la République des Lacédémoniens, ou de la Constitution des Lacédémoniens. Donc, chapitre 15, chez moi, dans mon édition, c'est page 462. Lycurgue permit aussi au roi, dans sa constitution initiale, je vous ai dit que c'est le législateur d'origine, c'est un petit peu l'équivalent de Moïse chez les Juifs, Lycurgue, permit aussi de prendre des parts honorifiques sur les victimes et lui choisit dans plusieurs des villes voisines de Sparte des terres suffisantes pour lui assurer une juste aisance sans lui procurer des richesses excessives. Donc on apprend ici quoi? C'est que le roi, ou plus exactement les rois, possèdent des domaines importants dans les cités périèques. Vous vous souvenez des cités périèques dont je vous ai parlé avant-hier? Ce sont donc les terres qui se trouvent dans des États autour de Sparte. Donc ces terres ne sont pas accordées évidemment sur la terre des citoyens spartiates, sur ces fameux kléroi, hein, les 9000 parts originelles dont il était question dans mon cours précédent. Ce sont donc des terres qui sont prises dans les conquêtes que les Spartiates ont faites hein, dans le passé, donc sur les cités périèques. Donc, vous avez retenu fonction d'abord religieuse. Donc, les rois ont une essence qui n'est pas celle des êtres humains. Ils sont à mi-chemin entre les dieux et les êtres humains. Ce ne sont pas des dieux, hein. Ce sont très clairement des êtres humains. La preuve, c'est qu'ils peuvent être mis en jugement, qu'ils peuvent être condamnés, démis, etc. Donc ça, c'est clair. Mais en tout cas, il y a quelque chose de divin chez eux, de sacré. Vous avez retenu également qu'ils sont alternativement, ça dépend des décisions qui sont prises, chefs de guerre, mais vous avez remarqué également que ce sont des gens qui ont de la richesse. La richesse, à cette époque-là, c'est une richesse foncière. N'oubliez pas qu'on est dans une société rurale. Hein. On n'est pas dans une société de type industriel ou de type commercial. Il y a du commerce, bien sûr, il y a de l'artisanat, bien sûr, mais la richesse, à cette époque-là, ce sont les bienfaits. Sur le plan politique, sur le plan judiciaire, en fait, ils ont très peu de pouvoir. Ils en ont, mais très peu. Sur le plan politique, ils n'en ont pas. Alors, ils n'en ont pas, mais le rôle politique peut être important. C'est-à-dire que les institutions ne prévoient pas qu'ils agissent en tant que politiques. En revanche, ils peuvent avoir un rôle personnel qui n'est pas moindre, qui n'est pas quelconque, mais qui est lié à la personnalité des rois. Donc si vous avez un roi qui a du caractère, il peut, grâce à un réseau d'influence auprès des efforts, auprès des gérontes, imposer sa marque à la vie politique de la cité, s'ils ont du charisme, et c'est arrivé plusieurs fois. On a le cas, c'est écrit chez Plutarque, par exemple, c'est le cas de Cléomène, si mes souvenirs sont bons, qui a eu un rôle important. Mais il y en a eu d'autres. Agésilas, par exemple. Maintenant, nous allons passer aux surveillants. Les surveillants, en grec, ça se dit éphoroi. Éphoroi. Donc vous avez retenu, il y a 1, l'Assemblée, l'Ecclésia, il y a 2, le Conseil des Anciens, la Gerousia, il y a 3,
les rois, les basileis, et il y a 4 maintenant, les surveillants. Donc, ephoroi, en grec. Ephoros au singulier, ephoroi, c'est donc un pluriel, hein, masculin pluriel. Le mot surveillant, d'ailleurs, on va le trouver plus tard dans d'autres circonstances. Je pense dans l'organisation de l'Église chrétienne, il y a aussi des surveillants. Les surveillants, ce sont les évêques. Ils sont chargés de surveiller les prêtres de base. Je ne dirais pas les curés, parce que les curés, on n'en parle qu'à partir du XVIe siècle. Parce que le mot curé vient du mot latin, hein, ça vient de cura animarum. Ce sont ceux qui ont le soin des âmes. Et le mot curé vient de cura. Ça va? Bon. Donc on ne parle pas de curé dans l'Antiquité. On peut parler de prêtre. Prêtre, d'ailleurs, en grec, prêtre vient d'un mot grec qui est presbyteroi, qui veut dire en fait les anciens, justement. Ce sont des gérontes, si vous voulez. Ce sont les gérontes de la religion chrétienne. Ça va, les presbyteroi. Mais ici, évêque signifie surveillant. Si vous réfléchissez bien à l'écrit, même si vous n'avez pas fait de grec ici, ce qui est le cas, je crois, peut-être de tous, d'ailleurs. Hein. Il y a quelqu'un qui a fait du grec ici? Non? Bon, personne. Donc, réfléchissez bien à l'étymologie de évêque. Vous savez que, vous ne le savez pas, je vous l'apprends alors. Évêque vient d'un mot grec qui est épiscopoi. D'ailleurs, ça se retrouve plus facilement dans les langues germaniques. Pensez au néerlandais. En néerlandais, évêque, ça se dit bischof. Non, biskop. Bischof, c'est en allemand. Biskop. Et donc, biskop, hein, retenez bien. Et donc, évêque, épiscopoi, épi, ça veut dire sur. Ça va? L'épicentre. Il y a des tas de mots qui commencent par épi. Hein? Et scopoi, c'est ce qu'on a vu avant-hier. Je vous avais dit qu'il y avait des mots. Hein? Scopein, ça veut dire voir. Vous vous souvenez? Voilà, on avait vu. L'étymologie de périscope, c'est ce qui permet de voir autour. Ça va? Périscope. Eh bien, un évêque, c'est un épiscope, si vous voulez. Un épiscope, c'est celui qui veille au-dessus. Donc, c'est surveillant. C'est ça, surveillant. Donc, vous voyez qu'en fait, derrière des mots savants, se cachent en fait des réalités toutes simples. Voilà. Et c'est bien le problème, c'est qu'en français, nous utilisons, en fait, nous parlons une langue qui est la langue gréco-latine, nous parlons latin, mais comme les Romains ont pris beaucoup de mots au grec, justement, nous parlons gréco-latin sans le savoir. Et c'est bien tout le problème des professeurs de français, c'est de faire réapproprier aux élèves leur propre langue. Ils parlent une langue, des langues anciennes, dont ils ne connaissent même pas parfois l'existence. C'est ça l'intérêt de faire de l'étymologie, c'est de comprendre ce que l'on dit. Hein, sinon on fait du psittacisme, sinon on est comme un perroquet, on dit des tas de choses, parfois en comprenant ce qu'on veut dire, mais on ne comprend pas jusqu'où ça va, quoi. Donc un évêque, littéralement, c'est un surveillant. Donc, les efforts, ce sont aussi des surveillants. Alors, on va voir ce qu'ils surveillent. Alors, tout d'abord, comment fonctionne cette institution? Alors, les efforts sont au nombre de 5, tout d'abord. Ils sont élus, je vous l'ai dit tout à l'heure, par l'ecclésia. Je vous ai dit, on utilise plutôt le mot ecclésia que appella, hein, qui est un mot qui apparaît, mais rarement, alors qu'en fait, les auteurs de l'Antiquité, lorsqu'ils parlent d'ecclésia, en fait. Hein. Alors, donc, il y a 5 efforts. Ils sont élus par l'Assemblée. Alors, ils sont élus comment? Mais comme les gérontes, comme les membres de la Guérousia, c'est-à-dire par applaudimètre. Il se fait que, lorsque il y a une campagne électorale, parce qu'il y a des campagnes électorales, puisqu'il y a, ce n'est pas le tirage au sort, parce qu'à Athènes, c'est le tirage au sort, pas pour les stratèges, parce que là il s'agit d'une fonction militaire qu'on ne veut pas laisser aux
tirage au sort, mais pour les autres fonctions, les archontes, les Élias et d'autres, voilà, on est tiré au sort à Athènes. Hein. Le tirage au sort, je vous le rappelle, qui est beaucoup plus démocratique que l'élection, parce que le tirage au sort est bien symptomatique du fait que l'on considère que tous les citoyens se valent. Et donc, si on se tire au sort parmi des gens égaux, on est tout à fait dans la démocratie. À partir du moment où vous avez une élection, il peut y avoir des jeux d'influence, il peut y avoir de la corruption, hein, vous voyez ce que je veux dire, tu votes pour moi et je te donne ceci, à notre époque, hein, sous-entendu, je te donne un logement social si tu colles des affiches, vous voyez ce que je veux dire. Donc, dans le système du tirage au sort, en fait, c'est beaucoup plus, intellectuellement en tout cas, beaucoup plus cohérent. Maintenant, effectivement, si on élit quelqu'un qui n'a pas grand-chose dans la tête, ça c'est un autre problème, hein. Effectivement, vous pouvez tomber, lorsque vous tirez au sort, pas lorsque vous élisez justement, lorsque vous tirez au sort, vous pouvez tomber sur un imbécile. Mais sauf que tout le monde est égal. Et les charges de toute façon sont collégiales, donc en fait, il y a un imbécile, mais il y a peut-être 3 intelligents dans le groupe. Ici, il y en a 5, il ne faut pas oublier. Hein, au moins, voilà. Ça va? Donc c'est l'applaudimètre. Je vous avais dit qu'il y a donc des campagnes électorales, aussi bien pour être Géronde que pour être Éphore, et on sait que pour être membre de la Guérusilla, là, il y avait vraiment des campagnes électorales assez importantes, parce que c'était un titre que l'on enviait beaucoup. Mais tenez-vous bien, les Éphores, là, ils ont encore beaucoup plus de pouvoir. Les Éphores, en fait, ce sont les vrais gouvernants de Sparte, même s'il y a toujours l'Ecclésia qui a le dernier mot, finalement. Alors, quels sont les pouvoirs des Éphores? Alors, les Éphores, ils ont des pouvoirs en matière militaire, ils ont des pouvoirs en matière politique et judiciaire. D'abord, sur le plan décisionnel, ce sont eux qui convoquent et qui président l'Assemblée du peuple. L'Assemblée, donc, des citoyens, des homogons. Ensuite, je vous ai dit que ce sont des surveillants. Alors, qui surveille-t-il? Eh bien, en fait, ils surveillent tout le monde. Donc, c'est un peu une société par Big Brother, hein, où vous avez des gens qui vous surveillent constamment, mais oui, ils surveillent tout le monde. Ils ont le droit, c'est prévu dans la Constitution, dans les institutions lacédémoniennes de Sparte. Ils surveillent les rois, ils surveillent les citoyens, et ils surveillent les jeunes aussi, mais pas seulement les jeunes, les ilotes, et c'est eux qui chaque année déclarent la guerre aux ilotes. Je vous avais évoqué ça avant-hier. Vous vous souvenez que, en fait, chaque année, ils se faisaient la main, hein, on déclarait la guerre aux ilotes simplement, hein, pour rappeler aux ilotes surtout, hein, qui étaient les maîtres, qui étaient les chefs, pour les faire paniquer. Imaginez, donc chaque année, les ilotes disaient, bon, maintenant ils vont commencer la chasse, parce que c'était une véritable chasse. Pensez un petit peu à la planète des singes. Hein. Je ne sais pas, parce qu'il y a certainement, quand Pierre Boulle a écrit ce roman, dont on a fait un film, hein, avec Charlton Heston, par exemple, hein, lorsqu'il y a justement le législateur, hein, qui est César, celui qui, le premier, s'est révolté contre les hommes. Hein. Si vous avez vu le film, vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Donc, César, il y a le législateur, qui est l'équivalent d'Écure d'ici, ou de Moïse. Et puis alors, ici, dans le film, roman, plutôt, plusieurs générations, plusieurs centaines d'années plus tard, il y a des chasses à l'homme par les singes. Hein? Ils vont à la chasse, ils sont la main. Ils prennent des esclaves, mais pas seulement, c'est pour s'exercer. Eh bien, donc, il y avait un système, donc j'imagine que Pierre Boulle s'est inspiré du fonctionnement de la société lacédémonienne. Donc, les rois peuvent être mis en accusation, les citoyens peuvent être suspects, donc il y a non seulement les jeunes, il y a les ilotes, et il y a aussi les périèques. Les Éphores peuvent
décider la mise à mort des périèques, c'est-à-dire des citoyens de ces cités qui se trouvent en périphérie, de nouveau le mot péri, hein, en périphérie de la cité de Sparte, sans devoir recourir à un jugement en bonne et due forme, comme on le fait évidemment pour les citoyens. Donc vous voyez, c'est quand même un pouvoir extrêmement important. Je vais vous lire un passage concernant les citoyens tiré de Xénophon. Alors, j'utilise toujours l'édition tout à l'heure, donc rien de neuf, chapitre 8, page 449. En conséquence, les efforts ont le droit de frapper d'une amende qui bon leur semble. Ils sont maîtres de la faire payer sur le champ, de révoquer des magistrats en exercice, d'emprisonner, d'intenter une action capitale. Vous voyez, ça peut renvoyer une forme de dictature, même si eux-mêmes sont sous contrôle de l'Assemblée. Hein. Mais donc, vous voyez, à Sparte, ils se sont donnés, c'est Lycurgue en fait, hein, qui est à l'origine de ces institutions, mais Lycurgue, entendons bien, c'est un fondateur, il a existé, hein, Lycurgue, mais on lui a fait dire, a posteriori, des choses qu'il n'avait pas pensées. Enfin, on n'en sait rien, puisqu'on n'a pas de traces. Vous savez, quand vous avez comme ça un personnage qui a vécu 100 ans, 200 ans, 300 ans plus tôt, dans une société où l'écrit, à cette époque-là, chez les Spartiates, n'a pas beaucoup d'importance. À Athènes, c'est autre chose, mais en tout cas, à Sparte, non. On est dans une société orale, il ne faut pas oublier. Pensez bien que de génération en génération, on fait dire, et à peu près, pas n'importe quoi, mais en tout cas, un personnage légendaire, on raconte des histoires sur lui, on lui attribue des qualités ou des faits illustres qu'il n'a sans doute pas produits. Donc, vous savez, c'est un mécanisme tout à fait fréquent. Hein. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'il y a tellement de disputes sur le plan historiographique quant au rôle de personnages comme Napoléon, comme De Gaulle, etc. Parfois, on en fait des personnages qui ne correspondent pas à la réalité. Et donc, les gens se font une représentation, et comme c'est le fondateur pour De Gaulle de la Ve République, Napoléon, de celui qui a donné à la France sa plus grande expansion en Europe, etc., ben voilà, ils deviennent des personnages hors du commun et on leur attribue des qualités presque pas surnaturelles, mais en tout cas de héros. Même chose ici, donc, Lycurgue, on lui attribue des tas de choses, mais entre Lycurgue et l'époque dont je vous parle, il s'est passé 2-3 siècles. Et 3 siècles, c'est beaucoup, c'est peu et c'est beaucoup en même temps. À une époque où l'espérance de vie n'était quand même pas celle-là de notre époque, même s'il y a effectivement les gérontes qui sont là pour se souvenir, pour transmettre la tradition institutionnelle. Entendu? Bon. Donc, comme je disais dans mon introduction, les institutions vivent, elles évoluent. Donc, entre ce que l'on attribue comme décision à Lycurgue et la manière dont ces institutions fonctionnent 2 siècles ou 3 siècles plus tard, vous pensez bien que l'eau a coulé sous les ponts, qu'il y a eu des rapports de force nouveaux qui ont pu s'établir entre les citoyens, au sein même des institutions et entre les institutions, quant à leur rôle politique et judiciaire. Voilà, je vous ai dit un certain nombre de choses ici. Je ne vais pas aller plus loin, parce que sinon ça nous mènerait dans des détails qui ne sont pas nécessaires à ce stade-ci de votre apprentissage. Alors maintenant, dans mon introduction, je vous avais expliqué que dans un premier temps, je vous décrirais les institutions, l'Assemblée, le Conseil des Anciens, le système de la diarchie et enfin le système des surveillants, des efforts. Je vous avais dit que dans un deuxième temps, j'aborderai le problème des interprétations.
Autrement dit, comment des penseurs grecs de l'Antiquité ont perçu, se sont représentés, et surtout comment ils ont interprété le fonctionnement des institutions à Sparte. Il y a un certain nombre de ces penseurs qui vivent à cheval sur le 5e et 4e siècle, au 4e siècle avant Jésus-Christ, au 2e siècle avant Jésus-Christ, et le dernier à cheval sur le 1er siècle et 2e siècle après Jésus-Christ. Donc ils vivent dans des époques très différentes, dans des contextes politiques très différents, et ces auteurs sont Platon. Ça va ? Platon. Ensuite, Aristote, j'ai déjà donné les dates tout à l'heure. Polybe, j'en ai parlé également, 2e siècle avant Jésus-Christ, et Plutarque, j'en ai parlé également, qui vit dans la deuxième moitié du 1er siècle après Jésus-Christ et dans le premier tiers du 2e siècle après Jésus-Christ. Donc ils vivent à des époques différentes. Et ils interprètent chacun à leur manière. Donc en fait, ce sont des politologues, on pourrait dire, ce sont des politologues, des philosophes, des spécialistes de la philosophie politique, mais pas seulement, hein, parce qu'ils ont également d'autres spécialités. Je commence tout d'abord par Platon. Platon va expliquer les institutions en les historisant. Ça, c'est une démarche intéressante. Sauf que l'histoire telle qu'elle est racontée, l'histoire des institutions telle qu'elle est racontée par Platon, c'est une histoire qui va dans le sens que lui veut lui donner. Il ne fait pas œuvre là d'historien. Autrement dit, l'histoire est un prétexte pour soutenir une thèse. Vous savez, souvent, quand on dit « d'ailleurs », on fait comme ça depuis telle époque, le fait de parler d'une époque, c'est un moyen de légitimer une décision à un moment donné. Mais ça peut être de la manipulation. C'est typique, hein. L'histoire est un instrument régulièrement utilisé pour manipuler les gens. Écoutez un petit peu les hommes politiques quand ils parlent du cours d'histoire, d'ailleurs. Hein. On rappelle en France la notion de roman national des présidents de la République, hein, qui ont effectivement besoin d'histoire, mais du cours d'histoire, mais dans le cadre d'une politique d'intégration des jeunes dans l'esprit qui est le leur, hein, d'une intégration sociale et politique pour qu'ils pensent français, donc dans une optique qui n'est pas seulement patriotique, mais aussi nationaliste. Et le reste du monde, alors là, hein, il suffit de voir les programmes des cours d'histoire, suivant les gens qui sont au pouvoir, on peut voir des évolutions. Soit on s'ouvre vers le monde dans les programmes, soit au contraire on se referme. Ça, c'est comme ça, vous savez que les ministres de l'Éducation nationale ont un rôle idéologique très important, même s'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, parce qu'il y a un parlement, et voilà, il y a des commissions, il y a aussi des pédagogues qui réfléchissent, des spécialistes des différentes disciplines qui proposent. Mais les historiens, lorsqu'ils proposent, ce n'est pas eux qui décident, hein, c'est les hommes politiques qui décident, in fine, qui donnent leur accord pour un programme. Si les hommes politiques ne sont pas d'accord, voilà, hein, les idées généreuses ou intellectuellement, pas spécialement généreuses, parce que là je fais référence à la morale, mais les idées, comment dirais-je, professionnelles qui viennent de tel ou tel membre de telle ou telle discipline ne sont pas acceptées parce que ça ne correspond pas à la politique du moment. Voilà. Alors, je commence tout d'abord par Platon, qui historicise son propos et qui est perplexe dans qui fait part de sa perplexité dans un autre texte. Alors, j'utilise ici Platon, l'édition des Lois, en Garnier. Voilà, c'est le tome 6 des œuvres complètes. Vous voyez, c'est des vieux livres que j'ai dans ma bibliothèque, tout ça, et que j'ai acheté au fur et à mesure, soit en neuf, soit la plupart du temps chez des bouquinistes, hein, ça finit par coûter cher, tout ça. Mais ça fait partie d'une bibliothèque, je dirais, de base qu'un historien doit avoir chez lui pour pouvoir se référer constamment, hein, aux documents. Alors, je fais référence ici au livre 3. Je ne vous donne pas les références plus précises que ça, parce que ça va vous embêter. Alors, c'est pages 117 et 118 dans mon édition.
Donc il s'agit d'un dialogue. Vous savez que Platon aimait bien les dialogues. Hein, c'était sa manière pédagogique de faire fonctionner une interaction entre le maître et l'élève. Alors, c'est un personnage ici indiqué, nommé comme l'Athénien, un dieu qui vous protège, prévoyant l'avenir à tirer d'une seule famille une double souche de rois. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Il a réduit leur autorité à plus de modération. Ensuite, un homme dans l'âme duquel un pouvoir divin s'alliait à la nature humaine. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure aussi. Voyant l'autorité royale trop gonflée encore, la tempéra. Donc vous voyez, hein, il y a des étapes dans la tempéra. C'est pour vous montrer qu'il y a eu une volonté de ne pas accorder trop de pouvoir à une institution et d'essayer de l'équilibrer avec d'autres institutions. La tempéra, en alliant à la force présomptueuse que leur naissance donne aux rois, l'autorité que la vieillesse donne aux vieillards. C'est la jalousie. Voilà, donc, équilibre. Mais vous voyez que Platon ici historicise. Il replace ça dans une histoire. Il dit, d'abord, il y a les rois, et puis, pour que les rois ne décident pas tout seuls, on crée une autre institution qui est le Conseil de la Cité. Il octroya à 28 d'entre eux un droit de suffrage dans les plus grandes affaires égales à celui dont jouissaient les rois. Et je vous ai dit que dans la Gérousie, il y a d'une part 28 membres, 28 vieux, élus, et d'autre part les 2 rois. Enfin, un troisième sauveur, alors là, c'est un sauveur imaginaire, en tout cas qui n'est pas mentionné ici, voyant que l'esprit des gouvernants était encore trop plein de sève et trop bouillonnant, y mit un frein par l'autorité des efforts. 1. Les rois, 2. La Gérousie, donc le conseil, y mit un frein par l'autorité des efforts, donc des surveillants, assez voisine d'un pouvoir conféré par le sort. Et c'est ainsi que la royauté mélangée chez vous avec des autorités nécessaires et maintenues dans de justes bornes, se sauva elle-même et sauva l'État. Vous voyez, ici on est vraiment dans l'esprit des institutions. Donc c'est l'explication par un philosophe qui vit ici donc à cheval donc sur le 5e siècle avant Jésus-Christ et sur le 4e siècle avant Jésus-Christ, tentative d'explication, d'interprétation du fonctionnement des institutions spartiates. Alors, autre texte, toujours de Platon, où là, il manifeste plutôt sa perplexité. Alors, ça se trouve au livre 4, dans mon édition, page 150. Alors là, c'est un personnage qui dit ceci. En me représentant étranger la constitution de Lacédémone, vous vous souvenez ce que c'est que Lacédémone, je vous avais fait un schéma au tableau. Je ne puis te dire comment il faut la qualifier. Elle me paraît ressembler à la tyrannie, par le pouvoir exorbitant qu'elle accorde aux efforts. Vous l'avez dit tout à l'heure, finalement la tyrannie, c'est pas du côté des rois, c'est plutôt du côté des types qui sont une sorte de Gestapo, j'allais dire, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, vous voyez, des gens qui sont là pour voir si tout se passe bien constamment. Parfois, au contraire, il me paraît que de tous les États cités, c'est le plus démocratique. Donc vous voyez, perplexe. D'un côté, il dit, ça ressemble à une tyrannie avec des efforts, mais parallèlement à ça, on peut dire que quand on compare la constitution des autres États, on peut dire que c'est le plus démocratique. Soutenir d'autre part que ce n'est pas une aristocratie ne me paraît tout à fait absurde. Donc il dit, voilà, dire que ce n'est pas une aristocratie me paraît tout à fait absurde. Donc pour lui, ça veut dire ici, c'est quand même une aristocratie, au moins aussi, si pas seulement. Quant à la royauté, elle est à vie chez nous, et l'on convient chez nous, comme partout ailleurs, que c'est le plus ancien des gouvernements. Pour moi, interrogé ainsi à brûle pour point, je ne puis réellement, je te l'ai déjà dit, écoutez bien sa conclusion, définir exactement parmi ces constitutions quelle est la nôtre. Donc, Platon, par la voix de ce personnage qui est mis en scène dans un dialogue, dit, finalement, je ne sais pas quelle est la nature de ce régime. Est-ce qu'il s'agit d'une démocratie, puisqu'il y a une assemblée?
Est-ce qu'il s'agit d'une tyrannie, la tyrannie des efforts? Est-ce qu'il s'agit d'une aristocratie? Vous voyez, il dit, mais je ne sais pas très bien, quoi, je ne peux pas la définir. Alors maintenant, on va voir ce qu'en dit Aristote. Alors, Aristote, donc ce grand philosophe grec, donc du IVe siècle avant notre ère, qui était le précepteur d'Alexandre le Grand, d'ailleurs. Certains prétendent que la meilleure constitution doit être, oui, ça se trouve donc au livre 2, chapitre 6. Certains prétendent que la meilleure constitution doit être un mélange de toutes les constitutions, un mélange. Et c'est pourquoi ils approuvent celle des Lacédémoniens qui est, disent-ils, un mélange d'oligarchie, ça c'est quand il y en a que quelques-uns, de monarchie quand il y en a un seul, et de démocratie quand c'est tous les citoyens. Puisqu'ils prétendent que par l'institution de la royauté, c'est une monarchie, par la magistrature des gérontes, une oligarchie, et qu'elle a un caractère démocratique par la magistrature des efforts, puisque les efforts viennent du peuple. Ben oui, ils sont élus. D'autres pensent que l'ephora, l'institution de cette surveillance, est une tyrannie et que le caractère démocratique tient au repas en commun. On a vu ça avant-hier, les repas en commun. Vous vous souvenez? Les Syssitia. Et donc, je vous avais expliqué que dans ces banquets, ou plutôt dans ces repas en commun, c'était des réunions secrètes, que tous les citoyens étaient dans ces réunions, qu'il fallait avoir de l'argent parce que sinon on était exclus, donc la notion d'égalité n'était pas vraiment assurée comme c'était le but initialement, donc c'était secret. Je vous avais dit également qu'il y avait une libre expression, mais relative, parce que quand on est dans un groupe, on a tendance à se conformer à la majorité. Mais ce que je ne vous avais pas dit, et je vous le dis maintenant, c'est que pour entrer dans une City, il y avait un vote secret pour vous accepter n'importe qui. Ben oui, il fallait trouver un moyen pour vous faire entrer dedans. Donc on cherchait parmi les autres citoyens quelqu'un qui, ben voilà, serait bien dans ce repas en commun où on se réunissait secrètement. Donc vous voyez, donc ce sont des petits lobbies, si vous voulez. Ça va? Alors, d'autres pensent que l'effort est une tyrannie, que le caractère démocratique tient au repas en commun et aux autres pratiques de la vie quotidienne. Ben oui, les autres pratiques, c'est le fait qu'on a, depuis l'éducation est la même, que l'on soit riche ou pauvre, on apprend même type d'alimentation, puisqu'on doit vivre ensemble, en tout cas à l'origine, pas au 4e, 3e et 2e siècle, puisqu'il va y avoir une inégalité de plus en plus poussée, comme je vous l'ai expliqué au cours précédent. Et il y avait aussi le fait que tous les citoyens devaient aller se battre, c'était tous des guerriers. Donc il y a quand même des pratiques d'intégration qui ont été mises en commun avant-hier. Voilà. Alors, maintenant, quel est l'élément le plus important dans ces institutions? C'est toujours Aristote qui parle, cette fois-ci dans le livre 4, chapitre 9, toujours donc dans la politique. Et il écrit ceci. Le critère indiquant que la démocratie et oligarchie ont été heureusement mélangés, c'est quand on peut dire une même constitution. Attendez, on peut dire une même constitution, démocratie et oligarchie. Il est clair en fait que ceux qui affirment cela le ressentent ainsi parce que le mélange est bon. On ressent aussi cela comme un juste milieu, car il y apparaît chacun des extrêmes. La notion de juste milieu est importante. Vous savez que les Grecs sont attachés à ne pas pécher par orgueil. C'est ce qu'on appelle le péché d'hubris. De vouloir faire, d'avoir, comment dirais-je, d'agir en sortant du rôle que l'on doit avoir, qui est assigné par la nature ou par votre classe sociale. Donc on ne peut pas. Ça, on est un orgueilleux. Donc c'est le péché suprême pour les Grecs. C'est ce qui arrive avec la constitution des Lacédémoniens. Alors, on va voir qu'il y a deux éléments. Donc, beaucoup, en effet, s'efforcent d'en parler comme d'une démocratie, du fait que cette organisation a beaucoup d'éléments démocratiques. Par exemple, en premier lieu, la façon d'élever les enfants. C'est ce que je vous disais. Oui, j'ai anticipé ce qui était écrit ici. Car c'est de la même manière que sont élevés ceux des riches et ceux des pauvres, et leur éducation est du genre de celle que pourraient recevoir les enfants des pauvres.
Et de même, à l'âge suivant, quand ils sont devenus des hommes, la procédure est la même. Rien ne distingue le riche du pauvre. Ainsi, pour la nourriture, tout est identique pour tous dans les repas en commun. Et pour les vêtements, les riches en ont de tels que n'importe lequel des pauvres pourrait se les procurer. De plus, pour les deux magistratures suprêmes, le peuple élit à l'une et participe à l'autre. En effet, il élit les gérontes, donc les vieux, et participe à l'éphorat, donc à ce système de surveillance. Alors, deuxième élément, d'autres, par contre, en parlent comme d'une oligarchie, du fait qu'elle a beaucoup d'éléments oligarchiques. Par exemple, toutes les magistratures sont électives, c'est-à-dire qu'aucune n'est tirée au sort, et un petit nombre de gens décident de la mort, de l'exil, et il y a beaucoup d'autres caractéristiques de ce genre. L'exil, c'est ce qu'on appelle l'athymie, quand on est chassé de la cité, en fait. À Athènes, on parle aussi d'ostracisme, donc là, on a Nix, il y a des noms qui sont proposés, et puis alors on va voter, on met de manière secrète sur un tesson, un morceau de céramique, on va graver le nom de celui qu'on estime devoir être expulsé parce qu'il est une menace pour la démocratie, et ces tessons s'appellent on dit anostracon, et au pluriel c'est ostraca, et ça a donné le nom de ostracisme. Ostracone, en fait, ça veut dire en fait coquille d'huître. Vous connaissez à l'heure actuelle cette activité, j'allais dire, de pêcheurs à la mer qu'on appelle l'ostréiculture, c'est la culture des huîtres. Eh bien, c'est la même étymologie. Alors, maintenant, quelle est la position de Polybe? Polybe, dont il a été question à plusieurs reprises ici, mais que je n'avais pas encore vu. Alors, ça, je vais mettre ici. Polybe. Alors, Polybe, dans son livre 6 de son histoire, en fait, il s'agit d'une histoire universelle, une histoire du monde romain, c'est la première histoire universelle, au fond. Nous allons maintenant dire, donc chapitre 10, livre 6, nous allons maintenant dire quelques mots de la constitution d'Icurde. C'est en effet un sujet qui n'est pas étranger à notre propos. Ce législateur s'était rendu compte, oui, notre propos, parce qu'en fait le propos de Polybe, c'est d'expliquer la conquête romaine du bassin méditerranéen à son époque. Ce législateur s'était rendu compte que tous ces changements dont nous avons parlé se produisaient inévitablement par une loi de nature. Il réfléchit alors qu'une forme de gouvernement appartenant à un type simple et fondée sur un principe unique ne pouvait qu'être instable, du fait qu'il devait bientôt tomber dans les travers qui lui sont propres et qui découlent de sa nature même. De même que pour le fer, la rouille et pour le bois, les vers et les tarets sont des fléaux consubstantiels sous l'action desquels ces matières, fussent-elles protégées contre tous les agents destructeurs externes, subissent une dégradation dont la cause se trouve en elles. Tout de même, les constitutions, de par leur nature, sont minées chacune par un mal congénital dont elles ne peuvent se défaire. Pour la royauté, c'est la tendance au despotisme, pour l'aristocratie, la tendance à l'oligarchie, et pour la démocratie, la tendance à recourir au droit de fait et à la force brutale. Vous voyez les arguments qui sont évoqués. Et il est inévitable qu'avec le temps, chacun de ces régimes subisse une dégradation dans ce sens. C'est pourquoi, conscient de ce danger, Lycurgue a conçu une constitution qui, au lieu d'être simple et homogène, combinait en elle toutes les qualités, toutes les particularités propres au meilleur système de gouvernement, cela afin d'éviter que tel élément, en prenant un développement agressif, ne tombât dans les vices qui lui étaient inhérents. L'action de chacun d'eux était alors contrebalancée par l'action des autres. Aucun ne pourrait déséquilibrer l'ensemble en pesant trop fortement d'un côté, et le système ainsi constitué d'éléments se faisant contrepoids devait se maintenir longtemps sans risquer de chavirer. Le pouvoir royal, retenu par la crainte du peuple, qui avait aussi sa part d'autorité dans l'État, éviterait de tomber dans l'arrogance, tandis que le peuple lui-même ne se risquerait pas à mépriser les rois, car il serait tenu en respect par les gérontes qui, étant tous choisis selon le critère aristocratique du mérite, se rangerait toujours du côté du droit. De cette façon, celui des pouvoirs qui se trouverait en état d'infériorité, à cause de son respect des règles traditionnelles, retrouverait, chaque fois qu'il le faudrait, vigueur et autorité grâce à l'appui
et aux encouragements de la guerrousia. Voilà. Maintenant, tout dernier texte, celui de Plutarque. Vous savez que j'utilise souvent Plutarque, et c'est inévitable parce que Plutarque a écrit une biographie de Lycurgue importante qui nous informe vraiment grandement sur les institutions spartiates. Alors, au chapitre 7, page 193 du tome 5 de mon édition. Lycurgue, ayant ainsi équilibré sa constitution, cependant ses successeurs, qui voyaient encore l'oligarchie intempérante et vigoureuse, lui imposèrent, suivant le mot de Platon, comme un frein la puissance des efforts, bien comme un frein, dont les premiers, Élatos et ses collègues, furent institués 130 ans au plus après Lycurgue, sous le règne de Théophile. Voilà, j'en ai fini avec les lectures. Maintenant, on arrive, bien sûr, à la conclusion. La conclusion que vous attendez sans doute depuis un petit moment, parce que je suis très prolixe, mais c'est la passion qui m'anime, comme toujours, et c'est surtout la volonté de vous instruire le plus complètement possible, mais surtout vous faire comprendre l'essence des institutions spartiates en vous montrant l'intérêt d'étudier des institutions d'un État il y a 2500, 2400 ans, 2300 ans. Voilà. Conclusion. Vous avez bien compris que tous les auteurs dont il a été question ici, et ils font référence tous à Lycurgue, ont pour objectif de montrer que ces institutions visent à la stabilité, pour éviter qu'il y ait une des institutions qui prenne le pouvoir sur les autres, qui prenne le dessus sur les autres. C'est ça l'idée. Cette notion de stabilité renvoie à ce que les Grecs appellent l'eunomia. Eunomia, c'est dans vos notes, vous savez. L'eunomia. Alors, eunomia, dans eunomia, vous avez nomos, c'est la loi, et donc le préfixe, en fait, c'est l'idée de bon. Quand on parle des patries, ce sont les bons pères. Donc, l'eunomia, c'est le bon système constitutionnel. C'est ça que ça veut dire, le bon système constitutionnel. En fait, c'est un système que nous appellerions conservateur. On ne change pas le fonctionnement des institutions, donc il n'y a pas de réforme constitutionnelle possible, puisqu'il s'agit de maintenir la stabilité de l'État. Mais je ne vous apprends rien en disant qu'un État, ce n'est rien d'autre qu'un système politique qui est mis en place pour éviter effectivement les révoltes, mais les révoltes viennent de qui en général? Elles viennent du peuple. Ce n'est pas les aristocrates, ce n'est pas les rois qui vont se révolter, c'est le peuple. Donc, l'objectif, c'est que les puissants, je vais les appeler comme ça, les puissants, puissent continuer à bénéficier de leur puissance politique, mais aussi économique et sociale. Souvenez-vous ce que je vous ai expliqué avant-hier dans mon cours sur la société lacédémonienne. On voit qu'il y a une concentration de plus en plus importante de la propriété foncière. Je vous avais expliqué qu'en 480, on évalue à 8000 le nombre des citoyens, des homoioi, alors qu'en 242, avant notre ère, il n'y en aurait plus que 700. Et la notion de citoyenneté, le statut de citoyen est lié à la propriété foncière. Si vous n'avez pas de terre, vous n'êtes plus citoyen. Je vous ai bien expliqué que l'oliganthropie renvoie davantage à un problème politique qu'à un problème démographique. Vous vous souvenez, ça, c'était l'objectif de ma démonstration avant-hier.
Maintenant, je voudrais, en conclusion de la conclusion, que vous reteniez que lorsque vous enseignerez à vos élèves en secondaire les institutions grecques, athéniennes et spartiates, parce que ce sont les deux cas que l'on met en parallèle et que l'on oppose, c'est qu'il y a peut-être plus de ressemblance que de différence entre les deux systèmes, parce que finalement les deux systèmes sont initialement et congénitalement démocratiques, puisqu'il y a une assemblée dans les deux cas, même si les assemblées n'ont peut-être pas tout à fait le même pouvoir, puisqu'il y a en tout cas des interprétations différentes qui sont données quant au fonctionnement de ces assemblées, mais en tout cas à Sparte il y a bien des élections dans l'assemblée et on discute vraiment des mesures qui sont proposées. Ensuite, que des institutions, et je l'ai déjà dit en introduction, mais je le répète pour, vraiment pour taper, pour enfoncer le clou, c'est que les institutions sont le produit d'une histoire, mais d'une histoire qu'il s'agit, comment dirais-je, dont il s'agit de repérer les différentes étapes de manière critique. Il ne faut évidemment pas prendre Platon à la lettre, puisque Platon, il historicise. A priori, on peut trouver ces démarches très intéressantes, sauf que le problème est de savoir quelles sont les sources de Platon. Est-ce qu'il écrit en tant que penseur politique ou est-ce qu'il écrit en tant qu'historien? Plus vraisemblablement, il essaie de donner une explication donc, de type historique pour justifier une position qui est plutôt celle que lui défend. Donc là, la position de Platon est plutôt celle d'un philosophe, d'un théoricien politique. Ça va? Et je répète ce que j'ai dit ici en introduction, c'est que les institutions sont toujours le produit d'un rapport de force à un moment donné dans la société. Et que les institutions que je vous ai décrites et expliquées ou tentées d'interpréter aujourd'hui, ce sont des institutions qui sont datées. Ce sont les institutions de Sparte à l'époque classique, au 5e et 4e siècle. Donc je ne prétends pas ici avoir expliqué les institutions de Sparte dans leur évolution depuis le 8e siècle jusqu'au 2e siècle avant notre ère. Maintenant, comme d'habitude, je vous montre quelques livres, cette fois-ci plus des sources, mais des ouvrages qui vous permettront d'approfondir le sujet. Alors l'ouvrage de base, c'est Edmond Lévy, Sparte, histoire politique et sociale jusqu'à la conquête romaine. Je vous l'ai déjà montré avant-hier, donc en point l'histoire. Alors là, c'est pour l'époque très lointaine des origines de François de Polignac, La naissance de la cité grecque, aux éditions de la Découverte. Ensuite, un vieux classique qui date de 1927, je crois, 1928, oui, j'étais pas loin. La cité grecque de Gustave Glotz, dans la collection L'évolution de l'humanité, chez Albin Michel. De Henri Van Effanter, chez Hachette, La cité grecque, des origines à la défaite de Marathon. Donc, voilà. Contre les Perses. Et enfin, dernier livre, qui lui se veut très général, parce qu'il envisage toutes les formes d'organisation, comment dirais-je, institutionnelle, mais politique aussi, des États grecs, quels qu'ils soient, l'État grec de Victor Hérambert chez Maspero.